Lorsqu'on met en œuvre une méthode d'apprentissage statistique supervisée, il y a deux problèmes que l'on souhaite souvent éviter. Un problème de surapprentissage et un problème de sous-apprentissage. Un problème de surapprentissage intervient lorsqu'on a un modèle qui colle trop aux données d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui a de bonnes performances sur les données d'apprentissage, mais lorsqu'on a de nouvelles observations ou bien lorsqu'on teste ce modèle sur l'ensemble des tests, le modèle devient non performant et se trompe beaucoup. Là, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Et le sous-apprentissage, lui, il intervient lorsqu'on a un modèle qui est trop simple et qui va plutôt surperformer sur de nouvelles observations ou bien sur les données de test. Et donc, une façon de résoudre le surapprentissage, parce que c'est ce qui est le plus le plus risqué, c'est d'utiliser la régularisation. Et puis, notons que le surapprentissage, c'est pas seulement pour les données, pour les modèles qui sont complexes comme Random Forest ou bien Deep Learning. Même les modèles de régression linéaire peuvent être affectés par le surapprentissage. Salut et bienvenue sur Stats&ML pour tous. En ce jour, je vais te présenter ou bien te rappeler ce que c'est que la régularisation, quels sont les objectifs de la régularisation et une attention particulière sera faite sur la régularisation RAID, LASSO et ElastiNet. Pour chaque méthode de régulation qui sera présentée, nous insisterons sur les objectifs de cette méthode de régularisation, le principe et puis nous terminerons par les avantages et les inconvénients de chaque méthode de régularisation et dans quel cas utiliser chaque méthode de régularisation. Reste jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qu'il faut retenir des méthodes de régularisation. Sans toutefois tarder, qu'est-ce que la régularisation? La régularisation, en fait, c'est une technique qui est utilisée pour prévenir le surapprentissage dans les modèles d'apprentissage statistique principalement supervisés. Et dans le cadre de du surapprentissage, on a un biais faible et une variance élevée. Biais faible, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la moyenne, l'espérance des prédictions est sensiblement égale à la vraie valeur, mais la variance, elle est élevée, donc on peut beaucoup se tromper sur de nouvelles observations. Et l'objectif donc de la régularisation sera donc de trouver un équilibre entre performance sur données d'apprentissage et de données de test. Parce qu'avec le surapprentissage, le modèle est très performant sur les données d'apprentissage, mais l'est moins sur les données de test. Donc l'objectif de la régularisation sera de trouver un équilibre entre performance sur données d'apprentissage et les données de test. Et le principe consiste à augmenter légèrement le biais des estimations sur données d'apprentissage afin de réduire la variance des prédictions sur les nouvelles observations. Comment cela se fait? En imposant par exemple une contrainte sur les paramètres du modèle. OK? Et quelle est la relation entre régularisation et régression linéaire? Le surapprentissage peut également intervenir dans le cadre d'un modèle de régression linéaire et surtout lorsqu'on a beaucoup de variables explicatives. Et en régression linéaire, il existe trois méthodes de régularisation qui sont principalement utilisées. Et l'idée principale de toutes ces méthodes consiste à ajouter une contrainte sur les coefficients lors de la modélisation pour maîtriser l'amplitude de leur valeur. Ces trois méthodes sont les suivantes: la régulation L1, l'ASSO, la régulation L2, Reich et l'ElastiNet. Dans la suite, nous verrons chaque méthode avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs principes et leurs objectifs. On commence par la régularisation L1, la régulation LASSO. Quel est le principe? Quel est l'avantage? Quels sont les inconvénients de la régulation LASSO? C'est quoi la régularisation LASSO? Le principe de la régression LASSO consiste à introduire une pénalité proportionnelle à la valeur absolue des coefficients du modèle. Donc, avec la régression LASSO, ce qu'on fait, c'est non, même pas avec la régression lasso, c'est qu'avec un modèle de régression linéaire, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quoi? C'est de minimiser la somme des carrés des erreurs. C'est de minimiser ceci là. Donc, en régression linéaire simple, en régression linéaire normale, multiple ou simple, l'objectif est de minimiser la somme des carrés des erreurs. Avec la régression lasso, on va imposer un critère sur les coefficients, c'est que la somme des coefficients doit être, en valeur absolue doit être inférieure à un certain seuil taux
que l'on va définir. Et ceci est équivalent à l'optimisation à minimiser cette fonction de coût. La somme des carrés des erreurs plus cette fonction de pénalité qui est la somme des valeurs absolues. Notons que la constante n'est pas pénalisée et en pratique ce que l'on va faire c'est qu'on va d'abord réduire, on va centrer les YI pour ne pas avoir de coefficient de constante lors parmi nos estimations et là le bêta 0 n'existera plus. Donc l'assaut, le principe de la régression, l'assaut consiste à améliorer la régression normale en ajoutant une pénalité qui vaut la somme des valeurs absolues des coefficients. Et ça, c'est le facteur de pénalisation. L'avantage de l'assaut, c'est que avec l'assaut, comme les trois autres méthodes, ils vont réduire la valeur des estimations. Et avec l'assaut, il va tellement réduire jusqu'à certaines estimations méta-chapeau vont se retrouver à 0. Et cela va permettre de sélectionner les variables pertinentes, c'est-à-dire toutes les variables explicatives dont les coefficients estimés seront à 0 seront considérées comme les variables non pertinentes, donc pas très importantes pour expliquer la variable d'intérêt. Donc, une façon de sélectionner les variables explicatives dans un modèle de régression linéaire consiste également à utiliser une régression lasso. Tu mets en œuvre une régression lasso et puis toutes les variables dont le coefficient estimé par la méthode lasso vaut 0 seront des variables non pertinentes avant de refaire maintenant le modèle sur les variables restantes. Et l'inconvénient de ratio, c'est que parmi un groupe de variables corrélées, seule la variable la plus liée à la variable d'intérêt est sélectionnée. Alors que par exemple, parmi le groupe des variables qui sont corrélées, il y a peut-être d'autres qui sont pas plus liées à la variable d'intérêt, mais qui sont plus faciles à collecter que d'autres, ou bien qui sont un peu plus faciles à expliquer du point de vue métier à ceux qui vont utiliser le modèle. Donc, c'est ça l'un des inconvénients de l'assaut. Et puis, nous avons la régularisation Reich. Quel est le principe de la régulation Reich? Quels sont les avantages et les inconvénients? De même, la régulation Reich, elle se distingue de la régulation Lasso uniquement avec la fonction de pénalité, le carré. Donc, avec Reich, c'est introduire la pénalité proportionnelle à la valeur au carré des coefficients du modèle, alors qu'avec Lasso, c'était la valeur absolue. Et avec Reich, donc, la contrainte s'écrit de cette façon, la somme des carrés. Donc, ce n'est que ça qui se différencie, ce carré qui s'ajoute à la valeur absolue, au coefficient. Et l'avantage de Reich, c'est quoi? C'est que lorsqu'on met en œuvre la régression Reich, on n'a pas besoin que l'hypothèse standard soit vérifiée. Parce que lorsqu'on met en œuvre un modèle de régression linéaire, ce qu'on disait, c'est quoi? C'est que l'hypothèse standard doit être vérifiée. C'est quoi l'hypothèse standard? C'est que la matrice X transposée X, elle doit être inversible. Un peu, c'est indulgent, un peu... parce que si on se rappelle bien, l'estimateur par moindre carré ordinaire, c'est X transposé X moins 1. Donc, il y a une certaine matrice qu'on inverse. On exige donc que cette matrice doit être inversible. Mais avec la régression Reich, lorsqu'on ajoute donc cette pénalité, on n'a plus besoin que l'hypothèse standard soit vérifiée. Donc, c'est ça le principal avantage de la régression Reich. Et la régression Reich va ramener les coefficients plus petits. Ici, l'inconvénient un inconvénient de la régression Reich, c'est que avec la régression Reich, il y a la difficulté dans l'interprétation des modèles. Parce que avec la régression Reich va conserver toutes les variables explicatives dans la modélisation. Et les variables qui sont liées, ils seront juste qu'ils auront un coefficient plus faible, très très faible, mais ils seront toujours là dans notre modèle. Donc c'est l'un des inconvénients de Reich et ce qui va rendre l'interprétation des modèles un peu plus difficile parce qu'on aura trop de variables explicatives. Et puis la dernière, c'est la régulation élastique-nette. Quel est le principe de la régression élastique-nette, avantages et inconvénients? La régularisation élastique-nette consiste à pour principe de combiner une méthode lasso et une méthode de Reich. Donc, élastique-nette va un peu avoir l'équilibre entre la sélection des variables et la réduction de la taille des coefficients. Avec l'élastique-nette, ce qu'on a, on minimise la somme des carrés des erreurs sous la contrainte, comme en raison maintenant sous la contrainte d'une partie, la somme des valeurs absolues norme L1, lasso, et Reich, somme des carrés L2. Et c'est écrit de cette façon, et la fonction de pénalité sera de cette forme, avec alpha et 1 moins alpha. Donc si alpha égale à 0, c'est-à-dire que ce terme s'annule, on a juste une pénalité qui est la
norme L2 et donc une régression Reich. Et si alpha égale à 1, c'est plutôt cette partie qui s'annule, on a une régression lasso. Et si lambda égale à 0, comme dans tous les autres, on aura cette partie qui sera nulle et l'estimateur obtenu par Elastinet sera la même chose que l'estimateur par moindre carré ordinaire. Donc, ce qu'on dit, c'est quoi? Donc, si alpha égale à 0, on a l'estimateur, c'est Elastinet, c'est Reich, alpha égale à 1, lasso, lambda égale à 0, moindre carré ordinaire. Et si lambda égale à plus infini, si lambda égale à plus infini, alors ce terme devient négligeable devant celui-ci et minimiser ce terme revient à minimiser ça et ça va impliquer que tous les coefficients seront proches de 0. Donc, c'est ça l'Elastinet, combiner lasso et Reich. Et l'avantage, c'est qu'on aura un équilibre entre sélection des variables et réduit la taille des coefficients. Et les bonnes pratiques à utiliser à mettre en œuvre lorsqu'on veut utiliser une régression Reich, lasso ou Elastinet, c'est que les variables explicatives doivent être standardisées, c'est-à-dire centrées et réduites. Quel est l'objectif de cela? C'est de réduire l'influence des variables à forte variance. Et la variable d'intérêt est au moins centrée. Pourquoi? Parce que la constante, elle n'est pas pénalisée. Et de plus, le coefficient de pénalité lambda est obtenu par validation croisée ou bien en utilisant les données de validation si disponibles. Mais sinon, en général, lambda est obtenu par validation croisée. Donc, on fixe un groupe de valeurs de lambda et puis on entraîne le modèle pour chaque valeur de lambda. Et puis, la valeur lambda qui nous permet de minimiser la somme des carrés des erreurs est choisie. Et ce lambda sera utilisé pour estimer le modèle final. Donc, c'est comme ça qu'est obtenue la valeur lambda. Pour conclure, la régularisation est utilisée pour éviter ou bien pour limiter, pour prévenir les problèmes de surapprentissage. Et en régression linéaire, ce surapprentissage peut être évité en utilisant la régulation Reich, c'est-à-dire on va avoir une fonction pénalité et une norme L2, c'est-à-dire la somme des carrés des coefficients. Ou bien on va utiliser régression lasso, la somme des valeurs absolues des coefficients, ou bien Elastinet qui va combiner l'avantage de lasso et de Reich. Et ces techniques de régression sont utilisées en régression linéaire multiple, mais aussi en régression logistique. Et le principe commun de ces méthodes consiste à ajouter un terme de pénalité à la fonction de coût du modèle normal. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Un like ou un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Au revoir.